tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneuriat Lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 59. Aujourd'hui on va parler donc de développement personnel, donc plus de lifestyles, mais on va bien sûr refaire le point sur l'entrepreneuriat et l'investissement grâce à donc Moutassem Amour, qui est donc un spécialiste donc de la méditation, qui est donc de base chiropracteur, donc qui a des connaissances dans ces domaines-là, qui a un podcast très connu, donc je mettrai les liens pour aller voir son podcast et donc son site, donc c'est pratiquerlaméditation.com, pratiquer-méditation.com. Mais je vous dis tout donc après avoir remercié les sponsors. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. A tout de suite. Donc de retour, donc, après donc, avoir remercié les sponsors, aujourd'hui donc Moutassem va nous parler donc, de comment investir en soi grâce à avec la méditation et donc devenir une meilleure personne, retirer tous ces stress qui nous empêchent de bien réfléchir. Et donc moi ça fait un bout de temps que je vais faire une émission comme celle-là, ça fait quasiment un an, j'avais contacté pour tout dire un autre spécialiste de méditation, on n'a pas pu se mettre d'accord et prendre rendez-vous, donc c'est pas grave. Donc il a pris le temps, donc grand merci à lui. Et donc écoutez bien, on va pas faire de méditation, on va pas s'arrêter, parce que peut-être que tu es en voiture, peut-être que tu es sous la douche, voilà, donc on va pas s'arrêter, on va plutôt expliquer les intérêts, comment le faire, pourquoi. Et si tu as les problèmes qu'il va indiquer dedans, tu vas te dire, voilà, peut-être pourquoi pas tester, ça coûte rien, ça prend un peu de temps, juste 10 minutes, donc pas tant que ça, réellement. Donc voilà. Et tu peux, en plus, comme on l'explique un peu, quand tu t'y connais un peu mieux, le faire à différents endroits, t'es pas obligé vaut mieux le faire dans un endroit calme, comme il le dit, hein, mais tu peux le faire à des endroits où tu ne penserais pas le faire, et tu te poses 10 minutes, et voilà, tu redémarres ton esprit, tu es parti sur autre chose, et tu peux partir dans tes projets très ambitieux. Donc moi je te dis à tout de suite avec donc Moutassem. Salut Moutassem, comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie Thierry. Donc mais merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de méditation. Je précise aux gens, à moins qu'on ait changé d'avis, on va pas faire un cours de méditation. Hein, donc je mettrai un lien pour qu'ils aillent chez toi, qu'ils prennent le temps de se poser 10-15 minutes ou plus pour faire de la méditation. Mais là, c'est plutôt d'expliquer les intérêts pour le cerveau, pour le corps, pour ceux qui ont vraiment des grands projets, qui ont pensé comment le faire et ne font jamais, ou j'y ai essayé une fois, mais bon, je pense qu'il vaut mieux le faire accompagné par un coach, par un pro. Donc je te laisse te présenter, puis on va parler un peu technique de méditation. Oui, écoute, avec grand plaisir. Donc moi, ça va faire maintenant 8-9 ans que j'anime un blog sur la méditation. J'ai découvert cette pratique il y a peut-être 12-13 ans, et ce qui m'a amené vers la méditation, ça a été ma profession de chiropracticien. J'ai pratiqué en cabinet pendant 10 ans également, et je travaillais beaucoup sur la posture, donc vraiment aider les gens à retrouver une bonne posture, à retrouver de la flexibilité, la capacité donc de se tenir droite, de bien respirer. Et je remarquais aussi que les personnes qui étaient un peu plus à l'écoute de leur corps, donc qui développaient cette plus grande conscience du corps, qui me disaient, tiens, je ressens mon corps plus souvent tout au long de ma journée. Je sens quand je suis mal assise, donc du coup, je me redresse. Et lorsque ces personnes me faisaient part de cette plus grande conscience du corps, elles notaient aussi se sentir beaucoup mieux. Donc ça a été un peu le point d'entrée pour moi vers la méditation, cette écoute du corps, revenir vers soi. Et après, ça a été plus une période de stress, on va dire un classique burn-out, où j'étais parti sur plusieurs projets, des projets qui n'aboutissaient pas, et où je m'étais retrouvé dans cette dynamique de se sentir complètement bloqué, où tu cherches des solutions à travers le mental, mais plus tu réfléchis, plus tu sens que le stress, la tension s'accumule en toi. Et à ce moment-là, presque spontanément, je suis revenu vers la respiration, je suis revenu vers mon corps. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ça serait quand même intéressant de trouver un moyen de rester dans cet état de calme, de disponibilité. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, à me former. Et maintenant, ça va faire 10-12 ans que je pratique quotidiennement et que je partage sur ce sujet à travers un blog et un podcast.
Donc toi, en fin de compte, tu l'as fait par toi-même. Si j'ai bien compris, tu as eu, comme beaucoup, hein, un esprit de tension. Parce que comme je t'ai dit, moi, ça fait un an que je dois faire cette émission. J'ai souvent entendu parler de la méditation. Tous les grands entrepreneurs, ceux qui font du sport parlent de la méditation. Donc on le sait, beaucoup le savent, mais Oui. on le fait pas. Donc toi, tu as eu un stress personnel, enfin des événements qui ont fait, et donc tu l'as fait toi-même. T'as pas été voir un coach? Alors, disons, les premiers pas, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire, j'ai fait dans le sens que j'avais déjà ces outils de retour du corps au corps à travers ma pratique de chiropraticien, et aussi à travers le yoga. Donc tout ça, c'est des moyens de revenir dans le moment présent. Et après, ce qu'on peut appeler la pratique formelle de la méditation, celle qu'on s'imagine lorsqu'on pense à la méditation, c'est-à-dire assis, immobile et, et pleinement présent à ce qu'on ressent dans l'instant. Ça, j'ai d'abord découvert à travers les livres. Et après, plus je commençais à le pratiquer, plus ça m'a donné envie d'approfondir cette pratique. Et c'est là où j'ai commencé à voyager pour me former. Et donc là, j'ai suivi des voies un peu plus classiques, que ce soit aller faire des retraites ou aller suivre des groupes de méditation bouddhisme, issus du bouddhisme. Et après, aussi une formation plus laïque qu'on appelle le MBSR, le Mindfulness Based Stress, euh, Mindfulness BSR, attends, Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et donc ça, c'était une formation un peu plus laïque de méditation sur 8 semaines. Donc au départ, ça a été une expérimentation personnelle. Et après, je me suis formé avec des enseignants, que ce soit issus du bouddhisme ou bien issus du MBSR, qui est une approche plus laïque de la méditation. Donc toi, ta formation, donc bah, comme tu dis, c'est par rapport à ta formation, donc tu connaissais donc déjà l'outil du corps, on va dire. Mm. Est-ce que donc tu conseillerais automatiquement les gens de faire du yoga parce que toi, tu as parlé du yoga et moi aussi j'en ai fait un petit peu. C'est marrant, j'en fais avec les enfants parce que c'est eux qui adorent ça et qui en font maintenant un peu à l'école. Et comme j'avais une douleur, j'avais une tendinite qui était mal placée et qui en plus qui est toujours là malheureusement. Mm. Mais grâce à ce que m'ont dit les médecins, bon, les médicaments j'aime pas trop ça donc je les ai pris, mais bon, j'ai plus fait beaucoup d'étirements, ce qui m'a aidé. Et donc Mm. quand tu t'étires en général, tu respires aussi. Il faut apprendre à respirer. Si tu veux mieux t'étirer, donc tu respires. Ouais. Donc, et moi, je viens du sport, donc pareil, ça vient naturellement. Tu sais que ça vient de l'intérieur qu'il faut respirer, mais bon, après, j'ai pas été jusqu'à prendre des cours ou partir en Inde. Donc, est-ce que toi, tu conseilles aux gens donc d'aller directement se faire un bond sur la méditation ou de passer par des étapes intermédiaires comme le yoga ou d'autres choses comme ça? Oui, bah, disons, c'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut commencer les deux en même temps, euh, en sachant que l'accès au corps, c'est un peu plus facile que la méditation classique, dans le sens que c'est plus facile d'aller faire une randonnée, de s'étirer, même d'aller se faire masser. C'est passer d'une notion de tension, c'est-à-dire lorsque je suis tout le temps tendu parce que j'ai un rythme de vie qui est très demandant et je commence ma journée à réfléchir et tout au long de ma journée, je suis pris par les activités du quotidien, en train de réagir. Il y a une tension qui se crée en moi, une tension autant au niveau du corps qu'au niveau du mental et ensuite aussi au niveau émotionnel. Et le retour au corps, c'est un très bon moyen déjà de relâcher cette tension. C'est vraiment de prendre un moment pour revenir vers soi et sentir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps? Est-ce que j'ai les épaules qui sont remontées? Est-ce que je serre les poings? J'ai la mâchoire qui est tirée? Dès que je commence à observer ce qui se passe en moi, je vais être plus à même de commencer à un peu plus respirer, à relâcher les épaules, à, à regarder ce qui se passe autour de moi, donc à faire une pause de cet état de tension dans lequel on est habituellement. Donc c'est pour ça, passer d'abord à travers le corps, ça peut aider, surtout lorsqu'on est dans un état de grande agitation, on est très stressé, comme je disais, la marche, le sport, le yoga, les étirements. Donc il y a un tas d'outils qui s'offrent à nous, qui va être un premier retour vers soi, et ensuite introduire une pratique plus classique de la méditation, où on va se poser dans une posture immobile et vraiment observer ce qui se passe dans le moment présent. Donc c'est très souvent complémentaire et c'est pour ça que d'ailleurs que bien souvent dans les approches qui viennent d'Asie, il y a cette approche au niveau du corps, donc notamment le yoga, le tai chi, le qigong, qui, euh, qui utilisent le mouvement pour ramener l'attention vers le moment présent. Ensuite, pour ensuite faire une approche plus classique de la méditation. Dans la question inverse, en fait, quand tu as le poser, est-ce que donc tu peux faire que de la méditation et rien d'autre?
Est-ce que donc c'est aussi efficace si tu fais que de la méditation? Bon, je vais même aller, parce que logiquement, on conseille d'en faire au moins 10 minutes par jour, c'est ça, je crois, non? Oui, il y a un tas d'études qui ont été faites maintenant depuis, ces dernières décennies et elles montrent qu'il faut relativement peu de temps. C'est-à-dire, selon les études, il y en a qui vont dire que c'est 8 minutes, 12, 20 minutes. Donc en moins de 20 minutes, c'est-à-dire entre 10 et 20 minutes, on va dire, on a déjà, des changements notables au bout de 8 semaines de pratique. Si on pratique quotidiennement, 10 à 20 minutes, ça suffit pour avoir des changements, au niveau physiologique, au niveau euh, de notre perception aussi, de la qualité de notre vie. Donc ça va, il faut relativement peu de temps, oui. Surtout que moi, j'ai eu une enquête qui disait que ça rebootait en fin de compte l'esprit, le mental, et que ça correspondait les 10 minutes, alors ce qui est c'est dingue. Et moi, puis je l'ai appris par un entrepreneur qui s'appelle Russell Simons, qui est un dingue de yoga et de méditation aux États-Unis, qui prêche que par ça, et qui disait qu'en fin de compte, 10 minutes, 10-15 minutes de, 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 de méditation bien faite, ça correspond quasiment à une bonne nuit de sommeil. Et même des fois mieux. Alors ça m'a paru un peu dingue, mais bon. Oui, c'est vrai que ça me paraît un peu excessif comme affirmation, mais ce qui est évident, c'est que moi, à maintes reprises, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais très fatigué et je n'avais pas le cadre pour pouvoir faire une sieste, mais le fait d'avoir passé 5-10 minutes à méditer, ça m'a complètement requinqué et ouais, j'ai pu poursuivre la journée en bien meilleure forme. Donc c'est vrai que c'est un potentiel de régénération, de récupération qui est assez important. Et pour revenir à la question à laquelle je n'ai pas encore répondu, où tu demandais est-ce qu'on peut pratiquer la méditation sans travailler sur le corps ou sans approcher le corps? Alors oui, bien sûr, mais à noter que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence à vraiment être attentif à ce qui se passe en soi, il va y avoir un besoin ou une envie spontanée de prendre aussi davantage soin de notre corps. C'est-à-dire, plus je prends le temps d'être attentif à ce que je ressens, et ça, on pourra en parler davantage sur comment le faire, mais plus je perçois mon corps avec attention, plus j'ai ces moments de pause, et plus je vais avoir envie de me faire du bien. Si je sens que j'ai des tensions au niveau de l'estomac, peut-être que je vais euh, modifier légèrement mon alimentation. Si je sens des tensions au niveau du dos, le besoin de m'étirer, le besoin de me renforcer. Donc c'est souvent lié et c'est souvent deux approches qui se nourrissent l'une l'autre et qui se renforcent l'une l'autre. Et donc, on va dire qu'on va techniquement, on va se sentir mieux intérieurement. Donc, on va avoir envie donc enfin, pas d'expulser, mais d'aller enfin, utiliser cette énergie retrouvée entre parenthèses. Oui, on va vraiment voir ce qui se passe en soi. C'est ça qui est intéressant. Parce que, voilà, par exemple, je peux donner un exemple. En tant que chiropraticien, j'ai très souvent eu des patients qui sont venus avec d'énormes tensions au niveau de leur corps, mais sans en avoir conscience. C'est-à-dire, je repense à un monsieur, c'était un plombier de profession. Il est venu me voir et son dos, j'ai l'impression d'appuyer sur une planche de bois, tellement que c'était dur. Quand je glissais mes doigts dessus, ça devenait tout rouge, il y avait de l'inflammation. Et je lui demandais, est-ce que c'est sensible, est-ce que c'est douloureux? Et il me disait non. Et cette personne a été tendue tellement longtemps, dû à son activité, sa posture, qu'elle n'en avait même plus conscience. Mais le problème, c'est que le corps en souffrait. D'ailleurs, il avait des fourmillements au niveau des mains, parce qu'il y avait des nerfs qui commençaient à être comprimés. Et lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, la douleur est ensuite venue. Et il a pris conscience à quel point il était tendu. Donc, tout ce travail de retour vers soi, que ce soit à travers euh, les étirements, les exercices, le yoga ou la méditation, eh bien, ça va nous permettre de voir ce qui se passe réellement en soi. Parce que souvent, on est pris par le quotidien, on pousse à travers sans s'écouter. Et lorsque je fais une pause pour vraiment m'écouter, là, je me dis, ah oui, quand même, je sens que j'ai une tension au niveau du plexus, je sens que j'ai le visage crispé, euh, je sens que j'ai des tensions que je n'avais pas réalisées auparavant. Et quand on en prend conscience, naturellement, on va commencer à faire le nécessaire. Donc, c'est une mise en lumière de ce qui se passe en soi dans le moment présent. D'accord. Donc là, on va plus parler en fin de compte, maintenant qu'on a un peu introduit, on a un peu parlé, on va pas parler de l'histoire de la méditation. Je pense que les gens ont compris, ils savent c'est quoi un peu. Mhm. Donc, revenir donc plus sur les personnes qui sont donc des high achievers, qui veulent créer leur société, qui actuellement ont des difficultés, hein, parce que moi ça m'est arrivé aussi, hein, qui ont peut-être au bord de la liquidation, qui ont des gros soucis, qui ont besoin en fin de compte de lâcher prise, de pouvoir penser clairement. Quel conseil tu donnerais, surtout qu'on m'a dit derrière moi, alors je sais pas si c'est vrai,
qu'on a 80 000 pensées par jour, c'est ça? C'est vrai? Alors là aussi, il faudrait vérifier, mais en disant qu'on en a un paquet. C'est vrai que c'est tout on sort du lit, dès qu'on commence à émerger du sommeil, la machine commence à s'enclencher et généralement, ça va jusqu'au bout de la journée où on va dire, c'est notre mode par défaut. Mmh. On est effectivement, tout le temps dans les pensées. Et, Et et souvent, ce qu'on vient de te couper, c'est souvent ce qui va voilà, empêcher les gens de dormir. Beaucoup d'entrepreneurs, quand on leur pose la question, même si certains ont une bonne santé et dorment facilement, mais beaucoup d'entrepreneurs, les gens qui ont des gros projets, ont souvent tout dans la tête. Et donc, le but, c'est de sortir ce qu'il y a dans la tête pour pouvoir s'endormir. Donc, il y a des techniques comme écrire son objectif ou plein de choses. Mais là, pour faire simple, un peu de méditation. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent aider à libérer son esprit à un moment et repartir sur autre chose? oui, bien sûr. Oui, effectivement, c'est vrai que parfois, il y a tellement de pensées en soi que même ça nous réveille la nuit. C'est-à-dire que la personne est épuisée de sa journée, donc elle s'endort, mais après, le mental, il a tellement l'habitude de tourner que même durant la nuit, ça commence à se réenclencher. Et là, on se réveille, et si on commence à réfléchir au boulot qu'on a ou au choix que l'on a à faire, là, on peut passer 2-3 heures à ne pas pouvoir dormir. Donc, c'est vrai que les entrepreneurs, les gens qui ont des projets importants, peuvent subir cela et la méditation va grandement aider. Euh, donc on va voir comment ça peut aider, mais par rapport à ces pensées, ça aide à mieux penser aussi. Parce que la plupart de ces pensées sont des pensées qui sont un peu compulsive, un peu fragmentée. Tu peux imaginer par exemple une personne qui est posée à son bureau ou bien qui est dans un café et qui a le regard figé euh, au sol ou devant elle et qui est complètement perdue dans ses pensées. C'est pas nécessairement des pensées utiles, constructives. Donc la méditation, ça va. En fin de compte, c'est ce qu'elle me disait, ce que moi te coupe encore. Je suis un peu impoli. Pas de Mais souci. comme je te dis, je suis fan de podcast. Et le podcast que j'écoutais, en fin de compte, ce gourou du podcast, enfin, de l'imitation, disait quand tu as 80 000 pensées, imaginons que tu en as 60 000 qui sont des mauvaises, c'est pas bon. Donc le but de la méditation, c'est en fin de compte de bouger ces mauvaises pensées pour arriver à en avoir le moins possible. Et comme tu disais, pour avoir une clarité d'esprit, comme tu es entrepreneur, tu as besoin de prendre des bonnes décisions. Et tu prends des bonnes décisions parce que ton esprit est clair. Oui, tout à fait. Et ouais, voilà, les entrepreneurs, moi, j'ai beaucoup de sympathie et d'empathie pour eux parce que j'en suis un également et j'ai pu en accompagner de nombreux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite souvent un plongeon dans l'inconnu. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, ben, on innove, on essaie de nouvelles choses, on sort des sentiers battus et cela va nécessiter de faire des choix. Cela va aussi nous amener souvent à nous confronter à des difficultés, à des obstacles. Donc, en cela, la méditation va aider par rapport à 3 éléments. Et si tu veux, on va les découvrir ensemble. Et comme tu le disais aussi justement auparavant, il y a de plus en plus de personnes justement que ce soit des entrepreneurs qui créent leurs propres projets ou des chefs ou des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises ou qui gèrent de grandes équipes. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la méditation parce qu'elles perçoivent cela comme un outil qui est extrêmement utile. Et elles proposent aussi la méditation dans leur entreprise, que ce soit Google, Facebook, toutes ces grandes entreprises de la Silicon Valley ou tout ce qui est En parlant de ça, c'est la passion, start-up. c'est le nouveau hobby de Bill Gates. Donc, pour te dire, il fait en plus de la pub à la méditation. Excellent, tant mieux. S'ils commencent à mettre ces grands moyens pour promouvoir la méditation, ça sera bien pour tout le monde. Et on parlait aussi avant de Tim Ferriss, qui anime un podcast Oui, que tous les deux on connaît. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais je pense que 70-80% des personnes qu'il interviewe, qui sont des high achievers, comme tu disais, des personnes qui qui ont fait des avancent, grandes qui font choses, ouais. avancer les choses, qui prennent des risques, qui font bouger la société, eh bien, 75% de ces personnes méditent régulièrement, ont une forme ou une autre de méditation, parce que notre plus grand asset, notre plus grande force, notre principal outil, c'est nous. C'est notre capacité de travail, c'est notre capacité de concentration, c'est notre capacité d'attention, de prise de décision. Et investir dans cela, c'est certainement le meilleur investissement qu'on puisse faire. Donc, Donne-nous donc les 3 étapes. Parce que chaque fois, j'arrête alors pas de te oui, couper. Donc, pas de souci. Alors, les 3 étapes. La première étape, c'est
dans la pratique de la méditation, c'est déjà de revenir dans le moment présent. C'est de prendre l'habitude d'être attentif à ce que je ressens dans l'instant, c'est-à-dire à prendre un moment pour simplement revenir, me sentir respirer, peut-être sentir ce mouvement d'expansion au niveau du corps lorsqu'on inspire, suivi d'un mouvement de relâchement à l'expiration, et c'est d'être vraiment là, avec ce que je vois, avec ce que j'entends, avec ce que je perçois. Donc, développer cette capacité de présence, donc ça c'est la méditation de pleine conscience, va déjà nous permettre de récupérer et de moins subir le stress. Parce qu'on sait aujourd'hui que notre réponse au stress, c'est une réponse qu'on a héritée de nos ancêtres, c'est une réponse physiologique du corps qui nous permet de faire face à un danger. Donc à l'époque, c'était une réponse qui nous permettait de très rapidement réagir lorsqu'on était face à une bête sauvage, face à une tribu hostile. Donc en un instant, la physiologie elle change, le cœur bat plus vite, les pupilles se dilatent, l'irrigation du sang va plutôt aux muscles, des jambes, des bras pour courir, le système digestif s'arrête. Donc tout le corps change au niveau physiologique très rapidement pour nous permettre de survivre, de s'évader, de fuir, de nous battre. Et c'est un mécanisme extrêmement efficace qui a permis donc à l'humanité de survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, de nos jours, on a beaucoup moins, bien sûr, de dangers physiques. On est rarement exposé à un danger physique. Mais c'est la même réaction de stress qui s'enclenche lorsqu'on est agacé par des situations extérieures, lorsqu'on perçoit une agression, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est face à une figure d'autorité, donc à tout ce qu'on peut appeler le stress, on va avoir la même réaction de stress, c'est-à-dire qu'on va avoir une tension qui s'installe au niveau du corps, comme si on était en danger physique. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui va nourrir et maintenir cet état de stress, ce sont les pensées. C'est-à-dire une personne va avoir une contrariété par rapport à son patron, ou par rapport à un client qui n'a pas payé, ou par rapport à un projet qui n'aboutit pas. Donc, elle va vivre ça comme un danger, elle va se sentir en danger, parce qu'à une époque, être en difficulté économique, c'était potentiellement se retrouver exclu du village, c'était potentiellement se retrouver dehors à mourir de froid ou mourir de faim. Donc, encore aujourd'hui, instinctivement et physiologiquement, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on perçoit un échec, on se met en mode de stress. Et le problème avec cela, c'est qu'on va entretenir cette tension en soi, à travers les pensées. C'est-à-dire, plus je ressasse cette situation, plus je me pose des questions. Pourquoi il a fait ça? Comment je vais en sortir? Je ne suis pas à la hauteur. C'est peut-être pas une bonne idée. Il faudra peut-être que je reprenne mon travail. Plus on va nourrir de pensées une situation désagréable ou qu'on a perçue comme une agression, plus on va entretenir cette dynamique de stress. Et en plus, je peux te couper, parce que moi, ça m'a fait penser à ça, on en a parlé avant. Et ce stress-là, souvent, tu veux le régler différemment, parce que tu n'as pas connaissance de la méditation. Pas rester devant la télé pour dire, voilà, je vais m'aérer l'esprit devant la télé, en compte avec une mauvaise position, manger du sucre, enfin plein de choses. Bon, je vais un peu loin, mais bon, parce qu'on en parlait un peu avant. Et donc, en fin de compte, ça va aggraver ton état de santé et ton état physique. Oui, c'est exactement ça. Soit on va jeter de l'huile sur le feu en ajoutant des pensées sur les pensées, c'est-à-dire on va se dire, bon, là je suis bloqué et je vais essayer de trouver une solution mentalement. Je vais me projeter, je suis bloqué. Je repense au passé, à nouveau je me sens démuni ou je n'ai pas les ressources pour y faire face. Donc les pensées, c'est une voie qui va créer de plus en plus de stress et à un moment on va arriver à saturation et là on n'en peut plus, le corps n'en peut plus et on va se dire, bon, j'ai besoin d'un break. On va se poser devant la télé, là on va se distraire. Donc soit on va chercher avec le mental et accumuler l'attention, soit on va chercher à se distraire à travers la télé, à travers le plaisir des sens, qui est un moyen de se distraire aussi. Donc tout ce qui va enlever l'attention en soi, donc tout ce qui va nous empêcher de penser, comme la télé, l'alimentation, le sexe, sortir dehors, passer du temps avec des amis. Donc toutes ces choses-là sont des distractions pour éviter de ressentir l'inconfort. Donc dans les deux cas, nourrir le stress avec les pensées, ça va l'accentuer. Se distraire, ça va marcher à un certain moment, mais ça va avoir des effets secondaires. On va manger trop de sucre, on va être sédentaire, on va prendre du poids, donc ce n'est pas la solution non plus. Donc on comprend maintenant pourquoi, effectivement, lorsqu'on est dans un projet qui nous tient à cœur, on peut être dans les pensées, créer du stress, ensuite avoir ces moments d'échappement, ces moments de distraction qui ne sont pas nécessairement la solution non plus, et se sentir bloqué. Donc, le premier bienfait de la méditation, c'est que ça va nous apprendre à sortir
de ces mécanismes de stress sans forcément avoir besoin de nous distraire à travers le sucre ou à travers la télévision. Ça va nous permettre de voir vraiment ce qui se passe, donc sentir que oui, j'ai beaucoup d'agitation en moi maintenant, sentir que j'ai de la tension au niveau du corps, sentir que je ne respire pas assez, que j'ai peut-être une oppression au niveau de la poitrine. Et le simple fait de passer 10 minutes, 15 minutes à ressentir ce qui se passe maintenant, à ressentir donc ma respiration, mais aussi les tensions que j'ai en moi, ça va mettre une pause au niveau des pensées. Et ça, on sait maintenant que cette capacité d'avoir ces moments de pause va nous permettre de grandement limiter l'accumulation de tension et de l'accumulation de stress. Et donc ça, tu peux voir, Thierry, que ça peut qu'aider une personne qui est dans une dynamique qui est dans un projet Ça, c'est important. que 10 minutes par jour, en fin de compte. Voilà, 10-15 minutes par jour déjà vont faire un grand bien parce que ça va nous permettre de ressentir qu'il est possible d'avoir ces moments de pause. Et surtout, parce qu'en fin de compte, bizarrement, quand tu parlais de ça, donc j'ai eu des images, parce qu'on pense en images, comme tu sais. Et le peu de fois que je prends le transport, dernière fois, je crois, il y a 1 mois et demi avant les grèves, je prends le transport et je vois 2 personnes, alors, peut-être c'est plus féminin, qui se mettent devant moi, qui ferment les yeux. Je me dis: «Mais elles dorment ou?» Et j'ai l'impression qu'elles étaient en train de méditer. Et on m'a dit, en fin de compte, tu peux méditer n'importe où. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas automatiquement être assis avec le tapis, à faire du tu peux, en fin de compte, méditer n'importe où. Tu as 10 minutes parce que souvent on dit: «Ouais, j'ai pas le temps de méditer» ou «J'ai pas envie». Mais bon, surtout quand j'ai pas le temps, techniquement, tu es en train de me dire que tout le monde peut méditer à tout moment, quand on veut. Oui, tout à fait. Alors, à noter que quand on dit qu'il est plus facile d'apprendre à naviguer par temps calme que par tempête, heu, donc effectivement, si tu es dans un cadre où tu es, très sollicité, c'est-à-dire où ton attention, elle va être très sollicitée par l'extérieur, c'est-à-dire si je suis dans le métro ou en train de marcher dans la rue, il y a beaucoup de monde, mon attention, elle va avoir naturellement tendance à scanner l'environnement pour voir si je reconnais quelqu'un, pour voir s'il y a un potentiel danger. On est et ça va être un peu plus difficile de vraiment rester avec ses ressentis. Mais Quel par contre, quel que soit le niveau de méditation. Est-ce non, que toi, tu pourrais non, le faire, toi? voilà, donc ce que j'allais ajouter. Par contre, si tu commences à le faire dans un cadre où tu es en sécurité, au calme, où ton attention n'est pas sollicitée par un tas de choses extérieures, plus tu le fais lorsque tu es au calme, plus tu développes cette capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le moment présent et plus ensuite tu pourras effectivement le faire dans des situations, plus stressantes ou dans le métro ou, ou dans des endroits où on ne s'imagine pas pouvoir méditer, mais où effectivement tu peux parfaitement, être pleinement présent à ce qui se passe autour de toi et même t'amuser à passer ton attention, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur ma posture, sur mon corps, sur ma respiration. Donc oui, tu peux le faire, mais il est plus facile au départ de commencer cela dans un cadre où tu es, dans un cadre en sécurité, où tu es au calme, dans un relatif silence, qui sera plus facile pour canaliser l'attention. Bon, bah, ceux qui sont comme moi, qui ont des enfants, il faut aller descendre dans le jardin, il faut aller dehors parce que ça va être compliqué. Oui, après c'est vrai qu'ils Ou sinon, il faut le faire avec eux. Je vais essayer de le faire avec eux, c'est le plus simple. Je vais les apprendre. ils ont ils ont quel âge tes enfants? J'ai donc 19 mois, j'ai, 5 ans et j'ai 8 ans. Oui, à partir de 5 ans, Et 8 ans. en plus, c'est avec eux que je fais le yoga, donc c'est même eux qui me forcent parce qu'ils adorent le yoga. D'accord. Ça les fait rire, on fait des positions et bon, ils sont plus souples que moi, donc des fois, ils se moquent de moi. Donc voilà, mais bon. Je t'ai coupé, donc on a parlé donc du 1er, tu avais 3 étapes. Voilà, donc On a fait la première, je crois. oui, donc 3 bienfaits. Le premier bienfait, c'est cette capacité de sortir du mental qui, comme on a vu, crée le stress. Donc du coup, on va avoir des moments de pause qui vont nous permettre de nous ressourcer. Donc et après, oui, comme on a vu aussi, ça va être souvent aussi une transition vers une meilleure hygiène de vie. Plus j'ai ces moments de pause, plus j'ai conscience des tensions qui sont en moi, plus je vais avoir envie de me faire du bien. Donc si on commence à se faire du bien au niveau, de la vitalité du corps, ça sera un énorme plus dans notre capacité de travail. Ensuite, le deuxième bienfait, qui est vraiment la continuité du premier, c'est la capacité de réfléchir avec présence. Parce que, heu, les pensées peuvent avoir une qualité très fragmentée, donc c'est vraiment cette perte dans le mental. C'est lorsque je commence à avoir des pensées en boucle où j'ai tendance à réfléchir au même sujet
à la même situation encore et encore, et encore et encore. Donc, c'est pas des pensées qui sont productives, c'est pas des pensées utiles, c'est plutôt des pensées anxiogènes qui vont accumuler la tension en soi. Donc, lorsque je commence à prendre l'habitude d'être attentif à mes ressentis dans le moment présent, je vais aussi commencer à pouvoir réfléchir et m'exprimer, que ce soit sur un papier ou même à voix haute, donc mettre en mots euh, ce que j'ai besoin d'exprimer. C'est-à-dire, je peux être dans une En fin de compte, situation où... ce que je vais traduire parce que moi j'ai eu le même problème avec. Enfin, j'ai écouté un autre podcast de Robert Kiyosaki que tu vas connaître. Il est très business et il interviewait un coach et il disait qu'en fin de compte, comme tu disais, que quand on est dans le passé, qu'on ressasse le passé, souvent c'est les mêmes pensées. Et donc là, en fin de compte, si j'ai bien compris ce que tu allais dire ou ce que tu disais, c'est qu'on va pouvoir voir où est le problème et virer des pensées, c'est ça? oui, disons on va... Parce que si elles reviennent, ça n'a pas de sens, c'est un peu stupide de repenser au même problème, donc à un moment, faut les régler, quoi, simplement. Oui, Et parce qu'il dit, en fait, à cause de ça, les mêmes pensées, souvent on procrastine. On a les mêmes problèmes, on n'avance pas en fin de compte. On se fait du mal pour rien, on repense les mêmes pensées, il suffit de oui, trouver une solution et de prendre une pensée positive, de la bouger et sortir celle qui est négative. Voilà, c'est ce qu'il expliquait. oui. Disons que comme tu disais, les pensées du passé ou les mêmes automatismes de pensée ou la même façon de réfléchir, très souvent, ça met en lumière des contradictions qu'on a en soi. C'est-à-dire, j'ai je sais pas, par exemple, j'ai besoin d'investir dans cet outil informatique pour mon travail, mais en même temps, j'ai pas les ressources financières. Mais c'est important que j'investisse parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir les ressources. Donc, à chaque fois qu'on va être dans une situation, on va avoir des contradictions en soi. Et ça peut être au niveau personnel aussi, hein. Ça va être, voilà, je reste avec cette personne ou je la quitte ou je vais à ce second rendez-vous ou pas. Donc, à chaque fois qu'il y a des contradictions ou une tension en soi entre un dilemme, c'est-à-dire j'ai un choix à faire, mais les deux directions, dans les deux ou les trois directions qui se présentent à moi, bah, dans chaque direction, il y a un problème, ou il y a une tension, ou ça va me coûter quelque part ailleurs. Donc, à chaque fois que je vais être dans une situation comme ça, et ça, on est très souvent dans ce genre de dynamique, et quand on ressasse par rapport à cela, on se heurte à des murs et ça remue le problème et il y a de moins en moins de clarté. C'est-à-dire on sature, on n'arrive plus à réfléchir, on ne sait plus quelle décision prendre et au lieu de nous amener de la clarté et de la confiance dans la prochaine étape, ça nous amène à nous sentir plus découragés, saturés et Ouais, c'est là où c'est on va un avoir burn- besoin de prendre un verre. en fait, c'est un burn-out mental. Ça, souvent, on le font physique. Et là, il faut compte à force de ressasser la même pensée, le même problème. Voilà, oui, Si on ne règle pas le problème, on a un burn-out mental. voilà, c'est ça. C'est des mini burn-out, c'est des saturations mentales où ça tourne en rond et il n'y en a pas de solution. Et donc ça, souvent, et le problème avec cela, c'est que c'est souvent des pensées qui sont pas vraiment conscientes. C'est-à-dire elles se déroulent en arrière-plan. Donc ça, par exemple, le truc classique, c'est voilà, je suis en train de conduire, il va se passer 10-15 minutes où je suis complètement parti dans mes pensées. J'ai une idée du sujet auquel je pensais, mais je n'étais pas vraiment présent avec chacune de mes pensées. C'est une espèce de ressassement semi-consciente qui se fait. Donc ça peut se faire aussi lorsqu'on écoute quelqu'un, lorsqu'on travaille, où le mental part dans tous les sens. Donc ça, ce sont des pensées anxiogènes, non productives, et qui peuvent effectivement amener des mini burn-out où on sature, et surtout, ça ne nous aide pas à avancer. À l'opposé de cela, c'est de prendre l'habitude euh, de nous exprimer avec une beaucoup plus grande attention à ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est un exercice que je propose quand je travaille un à un, c'est d'amener un sujet de tension, une personne a un dilemme, par exemple par rapport à un collègue de travail, il y a un non-dit ou il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre mais qu'elle n'ose pas lui dire, elle ne sait pas comment lui dire. Donc, il y a quelque chose qui la dérange, qui lui cause du stress. Et c'est d'essayer de réfléchir à cela, mais en gardant un ancrage dans le moment présent. C'est-à-dire de ne pas partir automatiquement dans les «Ah oui, il m'a dit ça, mais lui, il est comme ça», partir dans le jugement, dans notre façon de réfléchir habituellement, mais de prendre un moment pour respirer. Donc, on fait habituellement un retour vers la respiration, prendre 2-3 minutes pour respirer et ensuite poser la question. Voilà, qu'est-ce qui me dérange chez cette personne?
et mettre en mots ce qui me dérange. Ouais, cette personne, bah, elle juge beaucoup. Elle n'est pas à l'écoute des autres et moi, j'aimerais que dans mon équipe, on soit un peu plus attentif à ce que tout le monde dise. Pourquoi cette personne, elle se comporte de cette façon, à ton avis? J'ai demandé à cette personne. Et c'est une réflexion qui se fait avec beaucoup d'attention à ce qu'on dit. Donc là, Et il y a un côté méditation, il y a aussi un peu psychologie. c'est simplement une mise en lumière de ce qui se passe dans l'instant. Donc, c'est revenir dans ce que dans le moment présent, donc à travers mes sens, où je suis là attentif, et c'est réfléchir avec présence. Donc oui, c'est un aspect psychologique, mais la, la psychologie, c'est comprendre, c'est une connaissance de soi. Non, non, pourquoi je te pose la question, c'est qu'en fin de compte, ça veut dire qu'il faut le faire avec quelqu'un. Ça, on peut pas le faire tout seul. Non, oui, ça c'est, on peut le faire à deux, mais Ah d'accord. on peut parfaitement le faire tout seul aussi. Ah d'accord. Alors une fois qu'on a développé cet outil, cette habitude de réfléchir, et ça, c'est par exemple, on peut le faire par écrit aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait du bien d'écrire. Comme tu disais, ben, avant de dormir, mettre les choses en mots, parce que lorsque j'écris, je suis un peu plus attentif à ce à quoi je réfléchis. Si je prends le temps d'écrire, Paraît-il que le fait d'écrire avant de dormir, ça fait sortir les pensées, comme si on fait un geste, les pensées sortent de l'esprit et vont sur le papier. Bon, je pense pas que ce soit oui, totalement vrai, mais bon, oui, ben disons que c'est une mise en lumière des pensées. On les voit plus clairement. d'accord. Parce qu'habituellement, encore une fois, les pensées, c'est très fragmenté. On n'est pas vraiment attentif à ce qu'on pense. On, on part très vite dans le mental et le mental part très très vite, mais on n'est pas vraiment présent avec ce qu'on pense. Donc l'idée, c'est vraiment de développer une plus grande clarté dans nos idées, dans nos valeurs, dans nos ressentis. Et ça, c'est possible qu'en étant capable de garder, j'utilise encore ce mot d'ancrage, c'est-à-dire encore garder une partie de notre attention attentive, présente. C'est-à-dire, je suis en même temps là, je te parle, mais je peux aussi voir, je suis présent à l'ordinateur devant moi que je peux voir, je suis présent au ressenti de mes mains posées sur mes jambes, sur mes cuisses. Donc, je peux toujours avoir ces retours dans le moment présent. Et ça va me permettre de m'exprimer avec plus de présence et plus de clarté. Et c'est ça qu'on appelle la pleine conscience? C'est ça? Ça c'est oui, ça c'est un aspect de la pleine conscience. D'accord. Donc, c'est être pleinement attentif à ce que je perçois d'une part, donc ça c'est la première partie de la méditation, être attentif à, par exemple, le mouvement de la respiration, mais c'est aussi être pleinement attentif à ce que je communique, à ce que je dis, à mon corps, à comment je bouge dans l'espace. C'est une plus grande attention à ce qui se passe dans l'instant présent. Et ça, les sportifs, ils le travaillent, ils le développent. Toutes les personnes qui souhaitent donner le meilleur d'elles-mêmes développent cette qualité de présence. C'est vraiment être pleinement là. Être pleinement là, parce que quand je suis pleinement là, j'ai pleinement l'accès aussi à mes ressources. À l'opposé de cela, si je suis dans un mode de pensée fragmentée, dans le stress, en train de ressasser les éléments, si j'active le stress, comme on a vu, donc c'est une physiologie de survie qui s'active au niveau physiologique. Là, on peut le mesurer au niveau du taux du cortisol, du rythme cardiaque. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'on est dans un mode de stress, même le cerveau fonctionne différemment. Donc, pour vraiment schématiser, le cerveau, on peut le diviser en deux parties ou deux fonctionnements. Tu as une partie plus profonde, qui est la partie plus primitive, qu'on partage avec les autres mammifères et avec les reptiles, qui est une partie instinctive, de survie. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le néocortex, qui est une partie plus évoluée, qui est particulièrement développée chez les êtres humains. Et cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, c'est cette partie qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de relativiser, qui nous permet aussi qui nous donne cette capacité d'empathie, c'est-à-dire de vraiment écouter l'autre, de ressentir ce que l'autre ressent, qui nous permet de prendre des décisions. Donc c'est cette partie qui nous permet de créer. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque je suis en mode de stress, c'est le cerveau reptilien, c'est le mode de survie qui s'active et qui va inhiber le cortex préfrontal. Parce que c'est une gestion des ressources. Le sang va aller au niveau de la partie survie du cerveau, de la partie primitive du cerveau, et va beaucoup moins
irriguer la partie évoluée de notre cerveau, parce que c'est une partie qui est très gourmande en énergie. Si je suis en danger physique, si je suis face à un animal sauvage, c'est pas le moment de réfléchir, c'est pas le moment de communiquer, c'est pas le moment d'exprimer mes émotions. C'est le moment de prendre mes jambes à mon cou et d'utiliser toute l'énergie de mon corps pour fuir. Donc, lorsque je suis en mode de stress, lorsque je suis dans un mode de ressassement, de projection dans le mental, de perte dans les pensées, j'active la partie de ce cerveau, la partie survie du cerveau, et du coup, j'arrive plus à réfléchir. Et c'est souvent ça qui nous fait perdre nos moyens, que ce soit qui rend la prise de décision difficile parce qu'on n'a pas de clarté. Il y a vraiment cette partie du cerveau qui nous permet de voir clairement les choses, de bien exprimer les choses, elle fonctionne beaucoup moins bien. Donc là, le deuxième bienfait, c'est cette capacité de maintenir un état de calme, même lorsque je pense à des choses qui me stressent, à ces factures que j'ai à payer alors que j'ai pas les moyens. Si habituellement ça génère du stress et ça crée plus de confusion, maintenant, le fait d'avoir cette capacité de revenir vers moi et de me maintenir dans un état de calme, je vais pouvoir avoir accès à cette partie du cerveau qui va me permettre de voir peut-être quelque chose de nouveau, découvrir un chemin que je n'avais pas vu auparavant, qui va m'aider à sortir d'une situation compliquée. Donc, ce deuxième bienfait, ça va nous permettre de réfléchir plus clairement et d'avoir plus de confiance dans notre capacité à prendre nos décisions. D'accord. Bah, c'est très important, je pense que ça va plaire à beaucoup. Donc, en fin de compte, le troisième ensuite? Alors, troisième, là aussi, ça va être l'évolution naturelle des deux premiers. C'est une fois que je suis capable de revenir vers moi, donc d'avoir ces moments de pause, et aussi de réfléchir, de mettre en mots, d'écrire ce qui est important pour moi maintenant. Là, le troisième bienfait, c'est là où on va dire où on va au contact de la réalité, c'est ma capacité de m'exprimer avec présence lorsque j'interagis avec les autres. Donc ça, c'est un bienfait que personnellement j'adore et que je sais qui impacte grandement les gens et qui fait vraiment le lien entre cette pratique introspective où on est seul à travailler à revenir vers soi à travers donc la pratique de la méditation et la vie quotidienne. Donc comment le fait de méditer va vraiment impacter ma vie de tous les jours. Ça va l'impacter parce que je vais être capable d'exprimer ce qui est vraiment important pour moi. Donc là, j'ai un podcast, un blog que j'anime maintenant depuis 6-7 ans. Et l'un des retours que j'ai le plus souvent, ou l'un des problèmes que je vois le plus souvent, c'est les gens qui expriment un manque de confiance, qui me disent que lorsque je suis seul, lorsque je médite, lorsque je fais ce travail de développement personnel, ça va bien, je me sens mieux. Mais dès que je vais au contact des autres, dès que je dois parler à mes collègues, dès que je dois faire face à une figure d'autorité, à mon patron, dès que je dois exprimer mon intérêt à une personne qui me plaît, ou que je dois vendre mes produits, là, je perds mes moyens. Là, je sens que j'arrive plus à réfléchir clairement, je perds mon sens de l'humour, je me sens pâteau, je stresse et je comprends pas pourquoi je stresse autant. Ce qui se passe, c'est que si on n'a pas développé cette capacité de présence et ma capacité aussi de m'exprimer avec présence, et qu'ensuite je vais aller me retrouver dans des situations stressantes, donc disons que je vais vendre un produit, que je vais confronter quelqu'un ou que je vais demander une augmentation à mon patron, donc des situations qui pour moi sont perçues comme des situations stressantes. Lorsque je vais me retrouver dans ces situations-là, comme on a vu tout à l'heure, je me mets en mode de stress et c'est le cerveau de survie qui s'active, mon cerveau qui me permet d'avoir de la répartie, qui me permet de dire les choses clairement, qui me permet d'avoir de l'humour, qui me permet de garder une posture ouverte, d'être là, vraiment là, attentif à l'autre. Cette partie, elle n'est plus là et on perd complètement nos moyens. Et même si on essaye de se motiver mentalement, se dire, bon, ça va, tu peux parler devant ce groupe de personnes, tu peux dire à cette personne qu'elle te plaît, à cette fille ou à ce garçon qui te plaît, c'est pas grave s'il n'est pas intéressé. Même si mentalement on essaie de se motiver auparavant, lorsqu'on va être dans cette situation, si on n'a pas développé cette capacité de rester calme et de garder l'accès ouvert à nos ressources, de rester dans le présent et de nous exprimer clairement, dès qu'on va se retrouver hors de notre zone de confort, dès qu'on va aller se stretcher un peu, on va perdre nos moyens. Donc, le fait d'avoir développé une plus grande écoute au moment présent, d'avoir développé cette écoute, cette capacité de m'exprimer, lorsqu'ensuite je vais être
face à une situation stressante ou tout simplement à une situation qui va être nouvelle, et ça, on le vit très souvent lorsqu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat ou qu'on construit Ou des du, projets ou du travail classique, hein, ouais. ou du travail classique. Dès que je vais dans cette situation-là, je vais aussi être capable de d'être pleinement moi, simplement ça. Et ça, c'est quelque chose que sur lequel je reviens souvent à travers mes épisodes. C'est l'idée, c'est pas de vous améliorer. L'idée, c'est pas de développer plus de savoir, de développer plus de compétences, ou de changer votre apparence physique, ou de changer votre façon de parler. Non, la priorité, c'est déjà d'avoir accès à toutes les qualités que vous avez déjà en vous. Parce que, voilà, comme on a vu, beaucoup de personnes ont un tas de qualités, mais perdent l'accès à ces qualités lorsqu'elles vont dans une situation hors de leur zone habituelle, hors de leur zone de confort, lorsqu'elles vont au contact des autres. Donc, si on commence à développer les outils pour garder cet accès ouvert, ça va nous ouvrir énormément de portes. Donc, imagine simplement pouvoir être pleinement toi, comme tu es avec ton meilleur pote, lorsque tu es face à un potentiel client, lorsque tu es face à un public, pouvoir avoir cette même aisance, donc ces mêmes accès à toutes tes qualités dans toutes ces situations. Eh bien, déjà, ça va nous permettre euh, d'exprimer plus clairement ce qu'on veut, ça va nous permettre d'être de meilleurs vendeurs, ça va nous permettre d'avoir de plus facilement persuader les autres, de les amener dans notre projet, ça va nous permettre de prendre plus de plaisir aussi dans l'interaction avec les autres parce qu'on n'est pas tendu, on n'est pas en train de lutter contre un sentiment inconfortable, on est pleinement soi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un lien très intime entre ma capacité de passer 10-15 minutes chez moi à être attentif à ce que je ressens et ma capacité à complètement modifier la qualité de ma vie. Bah, merci pour ce dernier point, parce que c'est vraiment un super pouvoir, parce que bon, moi, je suis de la vente et de l'entrepreneuriat, donc j'ai des fois moins de peur et moins de stress par rapport à une personne, mais je suis un humain, donc des fois, quand j'ai une personne qui a une grosse boîte, donc pareil, je peux avoir des peurs, mais j'ai les réflexes pour rebondir, entre parenthèses, mais c'est vrai que plein de gens ont cette peur. Je crois que l'une des plus grandes peurs au monde, je crois, je crois que c'est de parler en public. Les gens, je crois que même mourir arrive en sixième ou en troisième, je crois. Ça, c'est un truc encore anglo-saxon que j'ai repris. Et je sais que c'est vraiment une grande peur de parler au public ou de parler à une personne qui est un supérieur ou ou pour vendre. Les gens ont peur de la vente aussi, donc c'est vraiment très important. Donc, je connaissais pas tous ces avantages de la méditation. Donc, avant de te poser toutes les questions que je pose à mes invités avant de finir, je vais mettre tous les liens. Donc, tu as des coachings, tu as le podcast. Cite-les avant que je pose des questions. Oui, merci. Je pense que le plus simple, c'est de faire une recherche Google, pratiquer la méditation. Et ça devrait les amener sur le podcast, sur le blog. Et après, à partir de là, ils peuvent découvrir tout ce qui est proposé. Et après, cette approche en 3 étapes, ou avec ces 3 bienfaits, c'est ce que j'appelle la méditation introspective. Et donc là aussi, en allant simplement sur méditationintrospective.com, ils pourront découvrir donc un tas de vidéos et les différents programmes qui sont proposés autour de cette approche. Ok, bon, ben, grand merci. Donc, Avec plaisir. je vais te poser 5 questions. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Quel est le business dont je Ouais. rêve? Est-ce qu'il y a une entreprise que tu as voulu créer, que tu n'as toujours pas créé, qui est dans la tête, mais qui n'est pas fait? À moins qu'il faut déposer un brevet, bon, tu le gardes pour toi, mais si c'est un truc qui est pas très compliqué, n'hésite pas à le dire. Non, je pense que c'est une continuité de ce que je propose actuellement. Je pense que ce qui me plairait beaucoup, c'est de partager un peu ces outils que j'ai pu développer à travers mes différentes formations et surtout à travers tout le travail que j'ai pu faire que ce soit avec mes patients en cabinet ou à travers les clients que j'ai, à travers le blog et ce travail de méditation introspective. Et donc j'aimerais éventuellement créer peut-être une plateforme qui permettrait à d'autres coachs ou d'autres thérapeutes d'utiliser ces mêmes outils et d'accompagner donc toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont sensibles à cette approche, de permettre de les accompagner, Ah, que mais ce ça soit tombe bien. sur internet ou un à un. Je t'ai même pas posé la question que j'avais écrite en plus. Tu penses quoi, je vais revenir sur l'interview, sur toutes ces applis, parce que il y a plein de choses qui se sont développées, toutes les applis pour la méditation, c'est bien ou c'est pas bien?
Je pense que c'est bien. Globalement, c'est très bien, parce que toutes ces applications proposent des séances guidées. Donc les méditations guidées, c'est un très bon outil, ça facilite grandement l'apprentissage de la méditation. Pour beaucoup, c'est assez compliqué de tout de suite se focaliser sur les ressentis du moment présent, donc notamment sur la respiration, et de rester avec pendant 10-15 minutes. C'est quelque chose qui est vraiment inconnu comme expérience et comme exercice. Donc le fait de le faire en étant guidé, c'est-à-dire tu mets les écouteurs, tu écoutes quelqu'un qui va te guider à travers ce retour vers soi, ça aide grandement. Donc toutes ces applications, donc il y en a de nombreuses, offrent ces séances guidées, et je pense que voilà, c'est à tester. Ouais, c'est un Certaines premier personnes, accès, c'est une première ouverture, quoi. voilà, c'est un premier porte d'entrée. Après, selon la voix de la personne, selon les approches, on va accrocher avec une personne plus qu'une autre. Mais oui, je pense que c'est une très bonne chose. Et une autre question, parce que moi, ça vient toujours, il y en a toujours plein qui viennent. T'as pas de retraite, toi? Ce qu'ils appellent des retreats en anglais, là où tu pars pendant une semaine, 2 semaines, t'as ça, toi? Alors non, non, je n'ai pas organisé cela pour l'instant. J'ai fait des programmes d'une journée, Ouais. mais pas de retraite À Bali ou en à Inde longue ou... durée pour l'instant. D'accord, ok. Mm, mm. Bon. Donc, d'autres questions. Quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors, meilleure expérience, ça va être ce qui m'a beaucoup plu dans ce travail, ça va être la rencontre avec un tas de personnes, que ce soit des professionnels ou même des clients, qui me permet de parler de vraiment ce qui me passionne. C'est-à-dire le fait d'avoir développé ce podcast sur maintenant plusieurs années, ça me permet maintenant d'avoir accès à un tas d'auteurs, de thérapeutes, de psychologues, d'enseignants, etc. Et donc le fait de pouvoir avoir ce cadre, cette opportunité de se dire, voilà, je vais passer 1 heure avec cette personne et vraiment à parler de ce qui m'intéresse profondément, sur les sujets où j'ai investi des années à étudier, à lire sur le sujet, et vraiment pouvoir creuser ce sujet avec ces experts. Donc ça, c'est un grand bienfait. Et aussi de pouvoir le faire avec les clients, les patients, savoir que j'ai des gens avec qui on va discuter vraiment de ces clés, de ce sujet qui me passionne, qui m'a fait beaucoup de bien, et que je sais va faire beaucoup de bien à d'autres personnes. Donc je pense que c'est voilà, cette expérience L'échange avec les de humains, on va dire. oui, c'est l'entrepreneuriat pour moi, ça m'a permis de créer ce cadre idéal pour vraiment communiquer sur ce qui m'intéresse, et ce qui m'inspire, et continuer à me motiver. Ok. Troisième question. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? On va revenir sur ce qu'on disait, c'est de se connaître. Se C'est connaître, se connaître. voilà, investir du temps en soi pour connaître nos pensées, notre mental, nos émotions, qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous sape le moral. Et plus on se connaît, plus on va être capable d'être clair sur ce qui est important pour nous, et d'avoir les ressources et la capacité de le mettre en œuvre. Donc, oui, le pourquoi et aussi, donc, c'est lié avec la méditation, quoi. Et la clé, voilà, la méditation étant une clé très efficace pour cela. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? En plus du tien, bien sûr. Alors, Que ce soit en business ou en méditation, c'est pas une obligation de parler que business. oui, je réfléchis. Alors, méditation, ça sera là, les livres de méditation, c'est plus vraiment méditation. J'essaie de réfléchir à un livre qui peut vraiment faire le lien entre ces deux mondes. Hmm. J'aime bien les livres de John de Martini, comme il est très peu connu. Ça sera l'occasion Bah, je connais pas du tout, ça tombe bien. voilà, d'en parler. John de Martini, il a un livre qui s'appelle The Breakthrough Experience. Je crois qu'il a été traduit aussi en français. The Euh, Breakthrough Experience. voilà, Breakthrough Experience. Et il a une approche voilà, très intéressante et intelligente, je pense, sur la psychologie, et notamment appliqué au monde du travail et au monde de l'argent. D'accord. Donc, dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir?
Donc là aussi, ça va être la première réponse qui me vient, ça va être la continuité de ce troisième bienfait, c'est continuer à développer la capacité de dire ce qui est juste et ce qui me semble le plus important à dire dans l'instant. C'est d'avoir cette capacité de le faire dans des situations de plus en plus stressantes, c'est-à-dire le faire un à un, le faire face à un public de plus en plus important, le faire à un public qui ne connaît absolument pas. Donc vraiment être capable de garder le plein accès à mes ressources, donc vraiment de pouvoir piocher en moi toutes mes expériences passées, tout mon savoir passé, pour répondre de la manière la plus appropriée et efficace dans des situations de plus en plus challenging, de plus en plus stressantes, et pouvoir ainsi toucher de plus en plus de monde. Donc là, voilà, le skill ou cette compétence, c'est de m'exprimer de plus en plus efficacement. D'accord. Moutassem, grand merci. Avec grand plaisir, Thierry. À bientôt. Ciao. Merci, à bientôt. C'est tout pour l'épisode 59. Donc, j'espère que tu as apprécié tous les conseils donc, de Moutassem. Donc, comme je t'ai dit, donc, je te mets donc, tous les liens dans le show note. Sinon, je te répète, donc, pratiquer la méditation.com, donc avec un tiré du 6 à chaque mot, hein, pratiquer tiré du 6, la méditation, enfin méditation.com. Il a le podcast si tu veux pas lire. Après, donc, tu peux aussi aller prendre ses cours et ses coachings pour aller plus vite. Hein. Donc voilà. Donc n'hésite pas aussi donc à partager cet épisode si tu as aimé. Si tu es sur YouTube, donc tu mets un petit point en haut si possible. Tu mets un commentaire, on en discute. Bien sûr, tu peux aller donc sur après Spotify, Stitcher, enfin toutes les bonnes plateformes. Donc là, moi j'ai publié jeudi. Je vais donc ensuite recontinuer toujours à publier 2 fois par semaine, parce que là logiquement il y aura peut-être, si je ne me trompe pas, un épisode dimanche. Donc je vais un peu changer, parce que donc, les plannings sont un peu chargés, compliqués, avec l'événement qui est toujours prévu au mois de mai, fin mai. Donc je ne vous donne pas la date tout de suite. On a un grand event on a 300 places, donc on verra après si on grandit, parce qu'on a déjà beaucoup de demandes. Donc pareil, si vous voulez aussi donc faire du coaching, si vous voulez que moi je vous coach pour votre business en ligne, affiliation, blogging, création de contenu, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, contact@thierry-du6henri.fr, donc contact@thierry-du6henri.fr. Donc moi je vous dis au prochain épisode, parce qu'on sera peut-être pas sûr calé sur les jours du mardi ou jeudi, je vais peut-être même changer les jours et les heures. On fera des petits tests, donc il y aura toujours 2 épisodes par semaine, mais ils seront publiés, il faudra venir surveiller. Au prochain épisode, ciao ciao.